Merci beaucoup. Comme vous le voyez, je veux parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur les mathématiques. Et je parle ici des recherches en mathématiques et pas des problèmes élémentaires dans la géométrie et choses comme ça. Mais je veux commencer par parler de l'utilisation de l'ordinateur avant la révolution récente de l'intelligence artificielle. Je dirais qu'il y a eu au moins 4 façons d'utiliser les ordinateurs dans la recherche mathématique. D'abord, on les a utilisés pour les recherches à grandes échelles. De temps en temps, on veut résoudre un problème et on réussit à réduire le problème à un nombre fini de cas qu'il faut vérifier. Mais il peut se passer que le nombre de cas qu'il faut vérifier est fini mais énorme, est tellement énorme qu'on ne peut pas faire sans l'aide d'un ordinateur. Il y a un exemple très connu de ce phénomène, c'était le problème de 4 couleurs. Et ce problème est un problème très amusant et très simple à constater. On a une carte avec des régions qui peuvent être des pays, par exemple, et on veut colorier les régions de manière à ce que 2 pays qui ont une frontière en commun ne reçoivent pas la même couleur. Et la question est combien de couleurs il faut pour pouvoir le faire pour toute carte. Et il y avait une preuve que 5 couleurs suffisaient toujours, qui étaient découvertes dans le 19e siècle. Mais il n'y avait pas un exemple où on avait besoin de plus de 4 couleurs. Et donc le problème est-ce que 4 couleurs suffisent. Et finalement, ce problème a été résolu par Apple et Harkin dans les années 70, mais ils ont eu besoin d'un ordinateur pour vérifier un nombre énorme de cas, comme je l'ai écrit. Pour cette raison-là, la preuve a été assez controversée. Il y avait des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas être sûr que la preuve était correcte, ou même si la preuve était correcte, nous ne comprenons pas vraiment la raison pour laquelle le théorème est vrai. Il y a tout un débat que dont je ne veux pas discuter beaucoup, mais c'était une utilisation des ordinateurs. Et plus récemment, il y avait la résolution par Thomas Hales du problème de Kepler. Et ce problème était encore un problème très simple. C'est quoi l'empilement de sphères le plus efficace dans l'espace? Si vous vendez des oranges, vous arriverez à une méthode d'empilement où on a des triangles et un arrangement. Et c'est le meilleur empilement, mais prouver que c'est le meilleur empilement est très très difficile. Et Hales aussi a eu besoin d'un ordinateur pour vérifier un nombre énorme de cas. Une autre utilisation d'ordinateur était de faire des calculs compliqués algébriques, et ça c'est très utile dans certains cas. Et aussi la simulation numérique dans les mathématiques appliquées. Plus récemment, il y a eu beaucoup de gens sont devenus intéressés par un projet de formalisation. Quand on écrit une preuve en mathématiques pour un article dans un journal, par exemple, la preuve n'est pas vraiment une preuve formelle, c'est plutôt une indication pour les experts de comment
on pourrait, si on voulait, trouver une preuve formelle. Et ça marche très bien. On veut pas. Une preuve formelle serait très très longue et plein de détails pas très intéressants. Mais récemment, les preuves qu'on voit dans la littérature mathématique sont devenues de plus en plus longues et compliquées. Et il est de plus en plus difficile d'être sûr qu'elles sont correctes. Et pour cette raison-là, on peut être beaucoup rassuré si on peut trouver une preuve vraiment formelle qui peut être suffisamment formelle pour être vérifiée par un ordinateur. Et il y a des langues comme Coq, qui s'appelle maintenant Roc, et Lean et Isabelle. Ce sont des langages formels pour vérifier des preuves. On écrit une preuve dans un de ces langages et on donne la preuve à un ordinateur et l'ordinateur peut vérifier de façon automatique si la preuve est correcte. Et maintenant, ça a été fait pour le théorème des 4 couleurs et la conjecture de Kepler et aussi d'autres théorèmes très connus. Et finalement, il y a la recherche automatique des démonstrations, c'est-à-dire on veut créer des programmes qui peuvent trouver des preuves sans aide, automatiquement. Et avant la révolution de l'IA, l'état de l'art n'était pas très impressionnant. Il y avait des programmes capables de trouver des preuves, mais les preuves étaient toujours des résultats qui étaient faciles pour nous, pour les humains. Mais ça a récemment changé. Alors maintenant, je veux parler du présent et après du futur. Alors, du présent, qu'est-ce que l'IA a fait pour nous jusqu'à ce moment? Une des façons d'utiliser l'intelligence artificielle maintenant est de trouver des méthodes beaucoup plus intelligentes pour faire des grandes recherches comme dont j'ai parlé avant. On a souvent des situations où on cherche un objet, mais il y a un nombre énorme de candidats. On peut chercher par force brute, mais si le nombre de candidats est suffisamment grand, ce n'est pas pratique, même pour les ordinateurs. Et on a besoin d'une façon plus intelligente de faire la recherche. Et souvent, peut-être pas souvent, mais de temps en temps, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Et je vais parler un peu plus de ça dans un moment. On peut l'utiliser aussi pour trouver des relations pas du tout évidentes entre des quantités mathématiques. Et je vais vous donner un exemple de ça aussi. On l'a utilisé pour rechercher des objets, mais pas des objets tout à fait aléatoires, mais des objets qui ont une structure, mais une structure pas très simple qu'on ne comprend pas très bien. Et on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider dans la recherche de ces objets partiellement structurés. La recherche sémantique, c'est quelque chose qui était un peu difficile avant. Par exemple, si je suis en train d'essayer de résoudre un problème et je découvre un lemme ou une idée, si je veux savoir si l'idée a été découverte avant moi, si je veux savoir si mon lemme est nouveau. Avant, si j'utilisais l'Internet, c'était difficile parce que je ne savais pas comment s'appelait l'idée, si elle existait déjà. Je ne savais pas le nom pour le concept. Maintenant, je peux aller je peux demander à GPT-5, est-ce que cette idée existe dans la littérature mathématique? Et souvent,
j'ai trouvé que les réponses de GPT-5 peuvent être très utiles. Je l'ai utilisé pour trouver des articles que je n'aurais jamais trouvés moi-même en utilisant les mots-clés dans Google. Et finalement, il y a l'état de l'art de la résolution de problèmes à partir de zéro a changé complètement maintenant, grâce à l'intelligence artificielle. Donc je vais parler de tout ça. En commençant par un résultat très intéressant d'un jeune chercheur qui s'appelle Adam Wagner. Son idée était d'utiliser l'apprentissage par renforcement, une technique de l'intelligence artificielle, pour trouver des contre-exemples aux conjectures dans la théorie de graphes. Souvent, un graphe en mathématiques est un réseau de nœuds dont quelques-uns sont liés par des liens. On appelle les nœuds des sommets du graphe et les liens des arêtes. Et associé à des graphes, on a beaucoup de paramètres et on étudie souvent les relations entre les paramètres. Aussi, un graphe vérifie quelques propriétés, quelle est la valeur maximale de ce paramètre-là, et choses comme ça. Il y a des problèmes très intéressants de ce genre-là. Et il y avait des conjectures que si un graphe a cette propriété-là, ce paramètre ne peut pas être plus d'une certaine valeur. Et Wagner a réussi à trouver des contre-exemples. Il a montré que ces conjectures étaient fausses. Et qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Il a eu l'idée suivante. On prend un réseau de neurones. Le réseau de neurones donne une stratégie pour construire un graphe, décider que maintenant je vais mettre une arête là, et une fois que j'ai l'arête là, je vais mettre une arête là, etc. À la fin, on voit ce qui est le paramètre qui résulte, qui est le résultat de cette stratégie. Si le paramètre est assez haut et on est content, on récompense le réseau de neurones en changeant des poids sous-jacents. Et si le résultat est un peu plus décevant, on pénalise le réseau de neurones. Et donc on renforce les réseaux de neurones qui marchent bien et on répète ce processus plusieurs fois et de peu à peu on arrive à des réseaux de neurones qui marchent mieux et mieux. Et on espère finalement arriver à un réseau de neurones qui génère une stratégie qui marche très très bien et donne une valeur très haute du paramètre qu'on veut maximiser. Et cette stratégie a eu beaucoup de succès. Et je vais vous montrer un exemple d'un des problèmes qu'il a résolu comme ça. C'est un peu mathématique, mais j'espère que l'idée générale, je peux vous donner. Alors, ici, l'objet qu'il voulait, il parlait des matrices, et des matrices remplies de 0 et de 1. Et associé à une matrice, il y a un paramètre qui s'appelle le permanent. Et si vous savez ce qui est le déterminant, le permanent a une formule qui est à peu près la même formule, sauf qu'on n'a pas les signes associés avec des permutations. Mais ce n'est pas très important. Il y a un paramètre qu'il voulait maximiser. Et la condition que les matrices devaient satisfier était que
il n'y a pas 3 1 où s'il y a le 1 plus à gauche et puis l'un au milieu et l'un à droite, les auteurs ne pouvaient pas être dans l'ordre 2, 1, 3. Donc ce que j'ai écrit là est défendu. On ne peut pas avoir 3 1 comme ça et ça. Alors, il voulait maximiser le permanent d'une matrice qui n'a pas des 1 dans cet arrangement-là. Et la conjecture, alors, on veut le maximiser pour les matrices 1 par 1, 2 par 2, 3 par 2, 3, etc. Et la conjecture était que la valeur maximale, ou les valeurs maximales formaient une séquence d'entiers 1, 2, 4, 7, 12, 20, 33, etc. Et si peut-être vous reconnaissez cette séquence? Non? Mais si on ajoute 1 à chaque nombre, on arrive à 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ce sont les nombres de Fibonacci. Alors, la conjecture était qu'on avait les nombres de Fibonacci moins 1. Mais c'est faux. Alors, j'ai représenté les matrices, les carrés noirs sont des 1 et les carrés blancs sont des 0. Ce sont des matrices que Wagner a trouvées avec l'apprentissage par renforcement. Et il y a une séquence assez intéressante qui commence 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, mais après 120. C'est un peu mystérieux. Mais ce sont des matrices optimales et elles montrent que la conjecture était fausse parce que les valeurs de ces paramètres sont plus hautes que les valeurs conjecturées. Et c'est assez amusant qu'on a ce dessin d'un léopard sur les pattes arrière qui est en train de... Et ça, personne ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà, c'est ce qu'on a vu grâce à l'ordinateur. Révéler les relations entre les paramètres. Ça, c'était un projet de Google. Alors, vous voyez les noms. Les noms en rouge sont les noms des mathématiciens et les noms en noir sont des employés de Google, y compris Demis Hassabis, de Google DeepMind, c'est-à-dire. L'idée là est que, associé à un objet mathématique, on a souvent plusieurs paramètres, et peut-être on peut trouver des relations en utilisant la stratégie suivante. Peut-être on veut montrer que ce paramètre-là dépend de ces 10 paramètres-là, mais ce n'est pas du tout clair la nature de la dépendance. Alors, ce qu'on peut faire, on peut entraîner un réseau de neurones à prédire la valeur de ce paramètre-là en utilisant les autres paramètres. Si on réussit à le faire, pour le faire, il faut donner beaucoup d'exemples des objets, des valeurs des paramètres associés avec des objets, pour entraîner le réseau de neurones. Et à la fin, on espère que le réseau de neurones apprend à faire des prédictions. Et si c'est le cas, on peut essayer de comprendre ce qui arrive dans le réseau de neurones. Et par exemple, on peut changer la valeur d'un paramètre pour voir si la prédiction du réseau de neurones change. Et si il paraît qu'un paramètre n'a pas d'effet, c'est une indication que la relation découverte par le neurone
le réseau de neurones n'utilise pas le paramètre qui n'a pas d'effet. Et comme ça, on peut, si on commence avec 10 paramètres, on peut, en examinant l'effet des changements des paramètres, trouver que peut-être il n'y a que 3 paramètres importants qui sont responsables pour la prédiction. Et comme ça, ils ont trouvé des relations entre des paramètres associés avec les nœuds. En mathématiques, un nœud, 2 bouts sont attachés. Et là, c'est une illustration d'un paramètre géométrique d'un nœud, ce qui s'appelle la longueur du nœud. C'est-à-dire combien doit être la longueur du nœud si on a une certaine largeur. C'est quoi la ration minimale pour une réalisation du nœud entre la longueur et la largeur? C'est un paramètre. Ce n'est pas le paramètre qu'ils ont utilisé, mais ils ont trouvé une relation très surprenante entre quelques paramètres géométriques des nœuds et un paramètre algébrique qui s'appelle la signature. J'ai mis la définition là, il faut pas, moi-même je ne la comprends pas, mais c'est juste pour souligner que c'est une définition plutôt algébrique et moins géométrique. Alors en utilisant cette stratégie, ils ont trouvé un nouveau théorème que la signature d'un nœud dépend de 3 paramètres géométriques selon une formule assez surprenante. Mais ça, c'était vraiment une collaboration entre l'IA et les humains. Ce n'était pas découvert que par l'IA. Un autre projet qui s'appelait Fun Search, c'était recherche de fonctions. Et là, on cherchait des objets assez structurés. Et si on fait... que veut dire un objet assez structuré? Leur idée était qu'un objet était structuré s'il y a un petit morceau de code qui peut générer l'objet. Un programme très simple qui peut générer l'objet. Alors, leur idée était de ne pas chercher directement les objets mathématiques, les structures mathématiques, mais chercher les petits morceaux de code qui pouvaient générer les objets. Et donc, ils avaient un processus évolutionnaire pour améliorer une population de morceaux de code. On gardait les bons morceaux, jetait les mauvais, faisait des petites modifications pour faire évoluer la population. Et comme ça, la récompense était encore un paramètre qu'on voulait maximiser. Et comme ça, ils ont trouvé des nouveaux exemples pour des problèmes assez intéressants et importants. Donc c'est une autre façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Et ça aussi était une collaboration entre les ordinateurs et les êtres humains. Et alors, moi, jusqu'au présent, j'ai parlé de la recherche assistée par l'intelligence artificielle. Et il y a eu des vraies découvertes nouvelles, mais toutes ces découvertes ont eu une forme un peu spéciale où on avait une recherche qu'il fallait faire. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas cette qualité, où il n'est pas du tout clair comment on peut utiliser l'intelligence artificielle.
Et je crois que je peux dire que l'intelligence artificielle n'a pas encore eu des vraies nouvelles idées mathématiques. Mais je crois que ça va changer. Mais pour l'instant, tout va bien. Mais vous avez peut-être vu, parce que Google a fait la une il y a un an, avec un programme qui s'appelle AlphaProof, qui a réussi à résoudre 4 des 6 problèmes dans l'Olympiade internationale des mathématiques. Et donc il a gagné une médaille d'argent. Mais il faut qualifier ça un petit peu. Il a fallu traduire les problèmes de langage naturel en ligne, un des langages formels. Et donc, il a fallu des êtres humains pour le faire, pour être sûr que les problèmes résolus par AlphaProof étaient les mêmes problèmes de la compétition. Mais et la deuxième qualification était qu'il a fallu 3 jours pour résoudre un des problèmes. Et donc, mais les candidats humains ont eu 4h30 pour 3 problèmes et 4h30 pour les autres 3 problèmes. Donc, il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de puissance informatique pour les ordinateurs. Mais quand même, c'était assez impressionnant que, surtout quand il y a des problèmes de reconnaître les carrés, mais en même temps, on a des systèmes qui peuvent résoudre des problèmes très difficiles de l'Olympiade. Mais pour le faire, ils ont eu besoin de beaucoup de problèmes pour s'entraîner. C'est la même chose que pour les problèmes plus élémentaires. Et ils ont trouvé 1 million de problèmes sur Internet, de genre de problèmes de compétition. Mais ça ne suffisait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et aussi, les problèmes qu'ils ont trouvés sur Internet n'étaient pas formalisés, n'étaient pas en ligne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé un réseau pour formaliser les problèmes. Et ils sont arrivés à 100 millions de problèmes. Pourquoi? Parce que le réseau qui formalisait les problèmes n'était pas parfait. Il faisait des erreurs. Et donc, on l'utilisait plusieurs fois. Et pour chaque problème, en moyenne, on arrivait à 100 problèmes après les efforts de formalisation. Mais ça, c'était... ils étaient très contents de ça parce que les problèmes étaient toute une échelle de difficulté. Un des problèmes était vraiment très facile et d'autres étaient beaucoup plus difficiles. Mais si on veut entraîner un système, il faut beaucoup de niveaux de difficulté parce que si tous les problèmes sont difficiles, le système au début ne va jamais résoudre un problème et on ne peut pas renforcer les succès parce qu'il n'y aura pas de succès. Donc il faut des problèmes faciles et comme ça, presque par accident, ils ont eu suffisamment de problèmes pour l'entraînement. Et après, ils ont utilisé l'apprentissage par renforcement pour entraîner le réseau. Cette année, ce n'était pas une grande surprise. Si une équipe peut le faire il y a un an, alors maintenant, il y a plusieurs équipes, 5 ou 6 équipes qui ont
atteint le niveau d'une médaille d'or. Plus spécifiquement, il y avait un problème qui était trop difficile pour presque tous les candidats humains et trop difficile pour toutes les équipes de l'intelligence artificielle. Mais ils ont fait un peu plus rapidement. Et cette année, ils ont utilisé le langage naturel. Et pour être sûr que les solutions ont été correctes, il a fallu utiliser les examinateurs humains, mais c'était des examinateurs expérimentés qui n'ont pas triché. On est sûr que les solutions étaient correctes. Alors c'est assez surprenant aussi que les systèmes n'étaient pas vraiment dessinés spécifiquement pour résoudre des problèmes de ce genre-là. C'était des modèles plus généraux. Ça m'a surpris. Alors maintenant qu'il y a des systèmes qui peuvent résoudre des problèmes de ce niveau de difficulté, est-ce que ça veut dire que dans 3 ans, il y aura des systèmes qui pourront résoudre des problèmes de niveau de recherche en mathématiques? Je crois que c'est possible, mais on ne sait pas. Il y a des limites, il y a des hallucinations et je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais parler de la deuxième problème. Les systèmes sont entraînés avec la littérature mathématique, et la littérature mathématique est pleine de preuves avec des étapes qui ont l'air un peu magiques. Quand on trouve une preuve et on écrit un article, souvent on cache les processus de pensée qu'on a utilisés pour découvrir la preuve. Mais ça, c'est un problème pour entraîner des modèles, parce que si on veut les entraîner à penser comme un mathématicien et on cache toutes les traces de nos pensées, on ne peut pas l'utiliser pour entraîner des grands modèles de langage. Je vais vous donner un exemple de ce moment de magie. Ça vient de Wikipédia, une discussion de la solution de l'équation cubique, des équations cubiques. Il y a un petit moment, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, mais on a une équation de cette forme-là qu'on veut résoudre, et on pose z égale u plus v. Mais pourquoi? Il n'est pas du tout clair pourquoi dire z égale u plus v va aider, mais ça aide beaucoup. Et on voit ça beaucoup dans la littérature. On fait quelque chose sans raison évidente, et après il y a un petit miracle, et ça aide beaucoup. Et les grands modèles de langage, quand ils font des mathématiques, font ça tout le temps. Ça les encourage d'utiliser beaucoup trop les essais, la méthode d'essai-erreur. Parce que la littérature donne l'impression que c'est ça que font les mathématiciens, même si ce n'est pas du tout le cas. Bien, ça c'est un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il est possible que ce qu'on voit à ce moment est le résultat d'une méthode pas très efficace de trouver des preuves, mais qui marche parce que les ordinateurs sont très très rapides. Et peut-être, si c'est le cas, si la loi d'échelle, la loi d'échelle pour les ordinateurs est plutôt comme ça, et pour les humains c'est plutôt comme ça,
on est peut-être là, et quand les problèmes deviennent plus difficiles, les humains pourront toujours les résoudre avec un peu plus de temps, mais les machines auront besoin de beaucoup plus de temps. Et si c'est le cas, on arrivera à un plateau où les ordinateurs sont assez bons à résoudre les problèmes, mais il y aura toujours des problèmes que nous pouvons résoudre, que l'intelligence artificielle ne peut pas résoudre. Donc je vais juste vous dire mon pronostic, c'est très spéculatif, mais je suis assez sûr que dans 2 ou 3 ans, il y aura des outils très utiles pour les mathématiciens. C'est déjà le cas, mais je crois que ce sera beaucoup plus le cas, que tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle tout le temps quand on est en train de faire des recherches. Mais pour que les machines deviennent mieux que nous, je crois qu'il faudra une nouvelle idée, peut-être une nouvelle architecture, je ne sais pas, pour que la loi d'échelle est améliorée. Mais je suis assez optimiste ou pessimiste, je ne sais pas ce que je devrais dire. Je crois que d'ici 10 ans, 20 ans, les idées vont être découvertes et les ordinateurs deviendront mieux que nous à la recherche mathématique. Heureusement, j'ai 61 ans, mais pour les jeunes, je crois que c'est un vrai enjeu. Et finalement, je vais finir, mais je vais laisser laisser ça pour... la seule chose que je veux dire ici est que une idée que j'ai souvent entendue est que les ordinateurs deviendront meilleurs que nous à trouver des preuves, mais ils auront toujours besoin de nous pour décider ce qu'il faut prouver, ou ce qui vaut la peine d'essayer de prouver. Moi, je trouve que ce scénario-là est très peu probable, parce que pour être bon à trouver les preuves, il faut aussi être bon à poser des bonnes questions. Et je crois que poser des bonnes questions est une partie essentielle des recherches en mathématiques. On ne peut pas séparer les deux. Et donc, ça serait... on serait tous très contents si c'est le cas, mais je crois que ça ne va pas arriver. Mais là, il y a d'autres possibilités pour le futur. Et je dois terminer.